Bonsoir à tous et à toutes. Ultime année de la chaire Telos Ethos Nomos de l'Europe, le séminaire 2019-2020, et c'est parce que c'est sa dernière année, puisque c'est une chaire qui dure 3 ans, que j'ai décidé de le consacrer autour de l'idée d'université en Europe, en particulier parce que tout simplement ça fait maintenant plus de 8 ans que je travaille sur ce sujet. Et donc je vais utiliser ce séminaire aussi pour faire des invitations pour qu'on puisse discuter certains points. Je dis tout de suite 2 choses. La première, c'est je ne suis candidat à aucun poste, je le dis en raison de circonstances particulières qui traversent l'université de Nantes aujourd'hui. Donc c'est pas parce que j'aborde ce sujet que j'ai envie de quoi que ce soit, au contraire, j'ai envie juste de finir ça, justement, de travailler un peu plus sur cette question, et je vais justement, en guise d'introduction, essayer d'expliquer comment c'est venu, parce que, après tout, moi je suis au démarrage, un chercheur en philosophie politique qui a travaillé sur la question de la théorie de la démocratie, et donc a priori loin de la question européenne, et encore plus de la question de l'université. Et je devrais même dire que si vous m'aviez dit, lorsque j'étais recruté à l'université en 2001, qu'un jour je réfléchirais à la question de l'université et que je travaillerais dessus, je vous aurais dit vous êtes complètement fou, jamais je travaillerai sur ce sujet. Alors, qu'est-ce qui m'a fait bouger? Je dirais 3 éléments personnels. J'ai appelé 3 éléments pour sortir du sommeil dogmatique, pour faire une référence à Kant. La première, c'est que dès que je suis arrivé, on m'a confié des tâches administratives en grand nombre. Mais vraiment, ça m'a surpris, parce que je n'étais pas du tout formé à ça, et on m'a demandé de faire des finances, des ressources humaines, du management, des choses comme ça. Bon, en l'occurrence, c'était pas dans l'université de Nantes, donc peu importe, mais ça a occupé très vite un temps extrêmement important, au point qu'au bout de 4 ans de poste, je me suis dit que c'était peut-être lié à mon université et à sa structuration, et je me suis dit qu'il fallait que je m'en aille, parce que ça affectait en particulier la capacité à pouvoir faire de la recherche. Donc la raison pour laquelle j'ai demandé une mutation à Nantes, en me disant qu'en arrivant dans une grande université, une grande fac structurée, peut-être il y aurait moins ces problèmes-là, que nenni, ça s'est reparti de plus belle, et arrivé à Nantes, il s'est passé la même chose, c'est-à-dire que les charges administratives n'ont cessé d'occuper mon temps et mon espace, même s'il y a aussi des choses très bien. J'ai eu la chance de travailler avec Gilles Dumoukela pendant pas mal d'années à la tête de la fac, et c'était très intéressant. Ensuite à la tête de DCS comme est Raphaël aujourd'hui à la tête de la NSH. N'empêche, c'est une vraie question. Je me demande depuis maintenant près de 20 ans que je suis dans l'université si je ne me suis pas trompé de métier. Ou dans l'autre sens, si l'université ne s'est pas trompée de bonshommes, de boy. Parce que l'essentiel de mon temps consiste à faire autre chose que ce pourquoi j'ai été formé. Donc j'ai une interrogation, depuis le départ là-dessus, mais qui n'est pas une interrogation qui était suffisante pour générer un projet de recherche. La deuxième chose qui m'a poussé aussi à aller dans cette direction, dans cette interrogation, c'est ce qui s'est passé au moment de la loi sur la responsabilité de l'université, la loi autonomie, donc la loi Pécresse-Sarkozy. Alors, vous vous rappelez sans doute que la loi prévoyait un système un peu bizarre, un peu baroque, d'évaluation des enseignants-chercheurs, et si vous étiez mal évalué comme chercheur, vous étiez condamné à enseigner plus aux étudiants. À l'inverse, si vous étiez évalué comme bon chercheur, vous étiez, entre guillemets, épargné d'enseigner aux étudiants. Ce qui est déjà en soi une logique un peu bizarre, ça a généré un mouvement social important, mais ce qui, moi, m'a fait réfléchir, c'est pas ça. Ce qui m'a fait réfléchir, c'est que j'ai des collègues, qui sont aussi des amis, je dirais, dont la culture les porte à gauche et donc les porte très facilement à pouvoir descendre dans la rue quand il y a un mouvement. Mais j'ai aussi des amis, en fac de droite, dont la culture est complètement autre. Et quand vous les connaissez, vous voyez bien qu'ils ne lisent pas les mêmes livres, ils ne vivent pas de la même manière, et ils sont socialisés politiquement pas du tout au même bord, et eux aussi ils étaient dans la rue. Et certains, c'était presque comique, hein. Ils ont un engagement politique très marqué à droite, et ils pouvaient se retrouver à défiler sous les drapeaux du Parti communiste ou des anarchistes. C'était assez bizarre, et pour moi ça posait une question. Ça voulait dire qu'en dépit des cultures politiques que les individus ont, voire des cultures existentielles qui peuvent être complètement divergentes, il semblait que ces individus défendaient une même idée d'université. Était-ce possible? Était-ce possible que l'idée d'université puisse être, entre guillemets, transpartisane ou au-delà des cultures de chacun? La dernière chose, et je dois dire, Gilles qui est là a eu un rôle là-dedans,
en 2010, en 2010-2011, lorsqu'on refait les maquettes des diplômes, il me pousse, j'étudierais bien cette question, j'étudierais bien la question des mutations de l'université en Europe, et il me pousse en disant crée un séminaire dans ton master et travaille là-dessus. Ce que je vais faire, et je dois dire que pendant les 3 premières années, j'ai choisi une optique qui était de me dire il faut étudier les réformes qui se font, pas seulement en France, mais en Europe, les réformes des 15 dernières années dans les différentes universités italiennes, belges, allemandes, françaises, etc., pour essayer d'avoir une vue globale. Et donc, de se tourner plutôt vers l'analyse des politiques publiques. Il y a une énorme littérature d'expertise et de sociologie de l'action publique sur la question de l'université. Donc, j'ai lu un gros millier d'articles de recherche là-dessus, j'ai fait travailler des étudiants pendant 3 ans là-dessus, et au bout de 3 ans, le constat, c'est qu'on n'avançait pas d'un iota. C'est-à-dire qu'il y avait plein d'informations sur ce qui se passait dans les pays, mais rien sur le plan analytique qui permettait d'expliquer ce qu'était l'ensemble de cette mutation. Et du coup, j'ai choisi, entre guillemets, de revenir à mes bases et de me poser la question différemment, de me dire, prenons du recul, essayons de lire la question des mutations actuelles au regard d'une trajectoire très longue qui est celle de l'université, donc située dans le temps, passer plutôt par les textes fondamentaux qui ont essayé de la définir, et là je vais être précis là-dessus, les gens qui ont cherché à construire un concept systémique qui a une cohérence d'ensemble de l'idée d'université, et regarder s'il y a des points de convergence et essayer d'interroger non pas à l'échelle nationale, mais à une échelle plus large européenne. Ça va nous donner ça. Ça va être le document principal qui va me servir de support à la conférence, c'est-à-dire une chronologie de texte. Et je vous dis tout de suite, on va beaucoup travailler sur les blancs plus que sur les bleus. Et l'idée d'université européenne, première indication, elle naît à la fin du XVIIIe siècle en Allemagne. Et vous avez un énorme débat, notamment lié à la fondation de l'université de Berlin, avec des conceptions théoriques lourdes qui s'affrontent, et qui vont finir par une synthèse qui sera publiée par Humboldt. Et on peut dire, à partir de là, en Allemagne, chaque génération de penseurs, quelle que soit sa discipline. Là-dedans, il y a des gens qui sont linguistes, d'autres sont des philosophes, d'autres des théologiens, et on verra dans ce qui vient des sociologues et tout ce que vous voulez. Donc je m'intéresse peu à l'étiquette des gens. Mais ce qui m'intéresse, c'est plutôt le fait qu'ils développent une conceptualisation lourde. En Allemagne, on peut dire qu'à partir de là, chaque génération sortira des textes théoriques sur cette question. Et vous voyez que pour les autres pays à côté, rien. Si on continue, si on passe les années 1850, et là, ce qui m'intéresse, c'est qu'en Allemagne, ça continue. En Angleterre, ça démarre à partir de 1852 et les conférences de John Henry Newman sur l'idée d'université. Vous voyez aussi qu'à la fin du siècle, en Europe, on voit des textes italiens et on voit des textes polonais au début du XXe qui sortent là-dessus. Aux États-Unis, ça démarre, tout doucement, au début du XXe siècle, les premiers textes théoriques. Et puis, au milieu, un gros point d'interrogation qui va nous interroger un moment. Pourquoi, en France, on ne s'intéresse pas à cette question-là? Autrement dit, pourquoi la question « qu'est-ce que l'université » n'intéresse personne? On continue, et c'est-à-dire on passe à l'après-Seconde Guerre mondiale, et là, vous voyez, les choses changent. Le débat se nourrit de manière plus intense, et on le voit en Allemagne, on le voit au Royaume-Uni, on va revenir, je le commencerai, le cas de la France, qui est assez singulier. On voit que ce débat est aussi répandu maintenant, aussi bien en Italie, en Pologne, en Espagne, etc. Et on continue d'avoir des textes lourds qui sont publiés dans l'univers anglo-saxon, notamment américain. Alors, à partir de ça, je crois qu'il y a une série de questions qui se posent, et en l'occurrence 5 que je voudrais traiter ce soir. La première, c'est pourquoi l'idée d'université n'apparaît qu'à la fin du XVIIIe, alors que l'université elle-même, comme création, est née au Moyen-Âge. Pourquoi il y a tout ce laps de temps assez long et comment on l'explique? La deuxième chose, c'est est-ce que l'université médiévale a quelque chose à nous dire pour nous aujourd'hui? Est-ce qu'elle a un sens pour nous? Ou est-ce qu'au contraire, c'est juste une réalité dépassée et qu'au fond, ça peut servir comme introduction et puis voilà. La troisième chose, c'est est-ce que l'imaginaire moderne de l'université, qui a été développé notamment par Humboldt, est-ce que cet imaginaire est définitivement périmé? La quatrième, est-ce que la France a des universités? C'est-à-dire, est-ce qu'elle a un modèle qui correspondra à des universités, comme nous le disent la plupart des travaux historiques et sociologiques? Par exemple, prenons-en un des ouvrages de référence sont les 4 volumes ici, alors ça c'est publié à Oxford University Press, History of the University in Europe,
4 gros volumes, le tome 3, qui est sur l'université du 19e siècle, il nous dit il y a 3 modèles en Europe, le modèle anglais, le modèle allemand, le modèle français. D'accord, avec des chapitres développés là-dessus, et puis ensuite, on développe très en longueur ce qui se passe en médecine, ce qui se passe en droit, ce qui se passe dans chacune des facultés. Et donc, on verra, enfin, c'est une question à mon avis qui se pose. Et puis la dernière, c'est l'université contemporaine, dans quelle mesure elle se relie à ce qui s'est passé et pensé avant. Dans quelle mesure ce que nous voyons émerger depuis pas mal d'années maintenant, peut-être même pas mal de décennies, c'est en lien ou non avec les différentes conceptions de l'université qui ont été antérieures. Premier temps, pourquoi l'idée? Là, je dirais les choses sont, à mon avis, relativement simples. L'idée, pour la première fois, elle apparaît dans un texte de Kant en 1798, qui est le conflit des facultés. Et on pourrait même entrer un peu dans le détail de ce texte qui est très intéressant, puisque Kant est censuré par la censure prussienne. Il a écrit 3 textes, un sur la relation de la raison et de la religion, et donc qui concerne la faculté de théologie, un sur la relation de la raison et du droit, et un sur la relation de la raison et de la médecine. Les 3 textes ayant été censurés, il décide au bout d'un certain temps de les publier ensemble, et donc c'est dans la préface, quand il réunit les 3 textes, qu'il se rend compte, presque par erreur, il le dit lui-même d'ailleurs, hein, il l'écrit lui-même. C'est une des dernières phrases de la préface, il se rend compte que les 3 mis ensemble, finalement, ça fait un texte sur l'université. Mais il ne l'a pas pensé comme un texte sur l'université. Pourtant, il y a des éléments très importants dans ça. Donc c'est presque par erreur que l'idée naît. En Angleterre, je l'ai dit, 1852. Finalement, ce qu'il faut considérer, c'est que ce décalage est relativement classique. On le voit dans beaucoup de situations. Si je devais faire une conférence sur l'État, on aurait ça, hein, entre la réalité historique de l'État qui émerge à la fin du Moyen-Âge et sa théorisation, qui commence au XVIe siècle avec Baudin et qui va jusqu'à Hegel, puisque la distinction société civile-État n'est acquise qu'au début du XIXe. Si on prend un autre concept lourd comme l'État-providence, il est construit historiquement tout au long du XIXe, mais les théorisations n'arrivent qu'au XXe. Donc on voit qu'il y a un décalage assez classique entre une réalité historique et le fait de penser cet objet-là. J'ajoute, il faut donc que cette réalité se soit stabilisée, et il faut aussi qu'elle soit devenue problématique. Qu'elle devienne quelque part un problème, c'est la fameuse formule de Hegel dans l'introduction au principe de philosophie du droit. La chouette de Minerve prend son envol à la tombée de la nuit, c'est-à-dire qu'en gros, il faut que les choses se soient stabilisées pour qu'après coup, on puisse extraire les principes intelligibles, rationnels, qui puissent expliquer. Et là, on peut dire que quand Kant pose cette question-là en 1798, il est dans un moment où l'université est un problème. Et elle est un problème parce qu'il y a eu le développement des sciences modernes, qu'elle a du mal à intégrer. Elle est un problème, et on y reviendra, parce que la Révolution française a aboli les universités en France. Et elle est un problème parce qu'il est lui-même confronté à la censure, et à la censure à l'égard des écrits universitaires. C'est ça, quelque part, qui le pousse à verbaliser l'idée d'université. Et c'est ça. Donc, quelque part, ça signifie qu'il ne faut pas qu'on s'arrête trop à ça, et je pense qu'il faut qu'on aille plus loin. Ça, on s'en fout, on passe. Je voudrais passer à cette deuxième question qui est l'imaginaire médiéval. Est-ce que l'université au Moyen-Âge présente un intérêt pour nous? Première chose, il n'y a pas de texte théorique. C'est très bizarre. Ils ont inventé quelque chose de très important et en même temps, ils ne l'ont pas conceptualisé. Il y a bien plein de débats au sein de l'université. Par exemple, il y a un texte important de Thomas d'Aquin sur ce qu'est la parole du professeur, du maître. Mais c'est de savoir si la crédibilité de cette parole est supérieure à la parole divine ou pas. Et c'est pas du tout sur la question quelle est la fonction de l'université, à quoi elle sert. Et donc on est obligé de repartir des travaux historiques pour essayer de reconstruire après coup ce qu'a été cette conception, cet imaginaire. Or, c'est pas très simple parce que l'historiographie ne nous aide pas. En particulier l'historiographie depuis les années 60 est à dominante une histoire sociale de l'université qui s'intéresse à ce qu'était la vie des professeurs, ce qu'était la vie des étudiants. Et du coup, cette orientation-là, qu'on trouvera par exemple chez Jacques Le Goff ou chez Jacques Verger, et on aura l'occasion d'en discuter puisque dans ce séminaire, on recevra en janvier Jacques Verger, qui est le grand ponte de l'université médiévale en Europe et même dans le monde. Il a écrit une quinzaine de livres sur la question de l'université médiévale. Et il a une vision de l'université qui est un peu, moi, ce que j'appelle la boule de flipper, si vous voulez. C'est-à-dire que la boule de flipper, elle tape une fois dans le pouvoir royal, une fois dans le pouvoir de l'Église, une fois dans le pouvoir local, et tout se passe comme si cet objet université n'avait pas de vie propre. Comme si ça n'était pas un projet. Ça subit de l'extérieur des influences. Or, vous avez des chercheurs qui ont réussi à aller dans un autre sens et qui, c'est
truc intéressant, ça aussi, ils sont des chercheurs très peu lus en France et très peu cités. En particulier un chercheur américain, Stephen Ferrolo, qui a écrit un livre qui s'appelle The Origin of the University, qui est spécifiquement sur l'Université de Paris. Et voilà, Ferrolo dit, dès ses débuts, l'université a été créée davantage comme l'incarnation d'un idéal d'éducation que comme un moyen pratique d'organiser l'apprentissage et l'enseignement. Je retiens l'idée d'idéal de l'éducation, et s'il y a un idéal, alors ça veut dire qu'il y a un projet et des valeurs qui lui sont adossées. Et c'est ça qu'il faut essayer de décrypter. Et comme ma chaire s'appelle Telos Ethos Nomos, c'est la structure que je vais reprendre pour essayer de décrypter ici cet idéal. D'abord le Telos. La première chose qui est très nette, lorsque l'université... Je dois d'abord dire peut-être une chose. Quand on parle d'université aujourd'hui, au sens moderne, nous avons tous en tête l'idée que c'est une institution. Or, ne l'oubliez pas, l'université naît entre 1180 et 1220, on est sur d'aucune date d'ailleurs entre les deux, et lorsqu'elle naît, elle n'a pas de bâtiment, pas de budget, pas de personnalité morale ou juridique. C'est une communauté de gens. Une communauté, à Paris ça se passe comment? On se retrouve rue de la Foire, on met des bottes de foin au milieu de la rue, et les gens s'assoient, les étudiants s'assoient, et ils écoutent les profs. S'il pleut, on va sous un pont ou dans une entrée d'église. Donc, c'est un point important, parce que nous avons tendance à penser l'université aujourd'hui comme une machinerie, sous la forme d'une institution. Elle n'est pas ça, au départ. Deuxième chose que je veux dire, c'est, du point de vue intellectuel, il y a un clair refus du modèle du monastère. Et il y aura une lutte assez violente entre les monastères et les universités naissantes. C'est d'ailleurs le cœur du livre de Stéphane Ferrolo. Il y a des groupes qui vont s'y opposer. Pourquoi? Parce que ça développe une nouvelle vision de la vie qui n'est pas centrée sur le respect, disons, de l'enseignement de l'école du Christ, comme vont le dire les cisterciens. Pour autant, ces écoles qui vont donner naissance à l'université, elles empruntent des choses au monastère. Et en particulier l'idée qu'il faut s'élever à quelque chose, et que pour s'élever, il faut suivre des préceptes, des règles qu'on va appeler une discipline. Donc, il y a bien un élément commun, mais il y a un élément de divergence absolument frontal, il y en a même deux, c'est le refus d'aller vers une démarche contemplative du monde, et il y a une deuxième chose, c'est le refus de se retirer du monde. Le monastère est à l'extérieur de la ville. Au Moyen-Âge, au contraire, l'université se crée dans la ville. Dans la ville, mais aussi en marge d'elle. Deuxième chose, c'est un grand historien allemand qui l'écrit en 1957, je cite Herbert Grumman, les véritables origines, la nature fondamentale de l'université ne réside ni dans les besoins de formation professionnelle ou d'enseignement général, ni dans les impulsions étatiques ou de l'Église, ni dans les motivations socio-économiques, mais dans l'intérêt d'apprendre, dans l'intérêt de la connaissance, savoir et vouloir connaître, ou encore, les universités ne procèdent ni d'initiative étatique ou ecclésiastique, ni de motifs socio-économiques ou économiques, mais bien de l'amor scientii. Donc, par son origine et sa nature, elle est orientée vers la pensée indépendante, la recherche et l'enseignement. Je souligne la recherche, parce qu'il y a beaucoup de débats chez les spécialistes de l'université médiale pour savoir si oui ou non il y avait une place pour la recherche. Donc, clairement, les motivations utilitaires, qui ont certes existé, ont été d'emblée considérées comme secondaires. Fondamentalement, ces écoles et ces universités avaient pour but d'instaurer une vie commune pour et par le savoir. Et d'ailleurs, l'historiographie allemande, assez justement, traite la notion d'université comme étant celle d'une Lebensform, une forme de vie. Et cette forme de vie, c'est une forme de vie orientée vers le savoir, comme on est en train d'introduire Aristote, on réintroduit cette idée du bios theoretikos, cette idée que la relation du maître et de l'élève, c'est finalement pour acquérir un savoir et une vision du monde différente. Et ça implique une certaine liberté académique, y compris une liberté de recherche, qui n'est pas simple parce qu'il y a une censure. Cette recherche est de plus en plus libre, les livres, même interdits, circulent, ils sont lus, ils sont enseignés, ils finissent tous d'ailleurs par être reconnus. La censure est assez faible au Moyen-Âge, contrairement à ce qu'on croit. Au XIIIe siècle, à l'Université de Paris, il y aura 9 livres censurés. 9 cas de censure. Tous concernent les œuvres d'Aristote. Ou ses dérivés. Et je précise, je dirai plus tard, mais il n'y a aucune censure dans le secteur du droit, aucune censure dans le secteur des sciences, aucune censure dans le secteur de la médecine. Tout se concentre dans le champ philosophie-théologie, et plus particulièrement sur la question d'Aristote.
Ça ne va pas durer longtemps, hein. La réussite de l'université début du XIIIe, ça va durer quasiment 2 siècles. À partir de la fin du XIVe, c'est déjà mort, c'est-à-dire les princes territoriaux vont mettre la main sur les universités, vont en faire des outils nationaux de leur politique, et tout ce qui a été les libertés et les projets intellectuels de départ va disparaître. Et les universités vont entrer profondément en crise, qui vont les emmener, j'allais dire, jusqu'au XVIIe, XVIIIe. Il y a toute une évolution de la théologie, je passe là-dessus, qui est très importante à l'arrière-plan, et qui nous montre que la théologie est en train de se transformer en science, alors qu'elle n'était pas ça au départ. Au départ, elle était la lecture du texte biblique, elle est devenue le commentaire du texte biblique, puis ensuite elle est devenue l'investigation et des outils de recherche sur le texte biblique. Et ça, c'est un processus qui se met en place entre le XIIe et le XIIIe. Autre chose qui m'intéresse, l'ordonnancement des savoirs au Moyen-Âge. Il y a une très grande interrogation sur quels sont les savoirs qu'on doit enseigner et comment sont-ils organisés les uns par rapport aux autres. Bien sûr, on postule au Moyen-Âge qu'il y a un savoir suprême qui est un savoir divin. Mais peut-être le point qui est intéressant et le plus important, c'est l'idée que la culture savante ne peut pas être la duplication de la culture profane. Et que l'université va donc être porteuse de savoir, mais certains savoirs seulement. Ceux qu'elle juge légitimes, c'est-à-dire qui ont une base théorique lourde, qui ont une dimension réflexive, je reviendrai sur ce mot, et qui ont donc aussi une contribution à l'édification de soi, et en même temps à l'édification de la société, ce qui doit déboucher sur le salut. Au passage, ça veut dire que l'université est aussi un outil de promotion sociale, de reconnaissance sociale du savoir. Donc, ça a des implications sur la structuration sociale et la manière dont on pense les ordres au Moyen-Âge. Petite illustration de cette question-là, juste avant le lancement des universités, le Didascalicon, donc c'est l'art d'enseigner, Hugues de Saint-Victor, l'école Victor, c'est ce qui est la proto-université de Paris. Hein. C'est intéressant, il s'interroge sur tous les savoirs qu'il faut avoir et comment on doit les organiser. Alors quelques commentaires, il y a plein de travaux qui ont été consacrés à cette chose. Vous remarquerez que tout en bas, il y a la grammaire, hein, il y a la grammaire, l'argumentation, correspond, je rappelle qu'au Moyen-Âge, on rentre à 13 ans hein, à l'université. D'accord ? Donc ça correspond au lycée. Donc c'est l'apprentissage de l'écrit. C'est l'apprentissage de l'écrit et de la lecture, des textes. Puis vient une série qu'il appelle philosophie mécanique, j'y reviendrai, et c'est une grande nouveauté, ce qu'il dit. Viennent ensuite les dimensions politiques, économiques, éthiques, et puis vous voyez tout en haut la physique, les maths, et puis évidemment la théologie. Alors, 3-4 commentaires. La grande originalité du Saint-Victor, c'est ce qu'il n'y a pas. C'est-à-dire qu'on est juste avant le lancement de l'université, et là-dedans, vous n'avez pas le droit. Et il s'en explique. Il dit, le droit, c'est pas une discipline sérieuse. Il n'y a pas de théorie dedans. C'est un objet pratique. Et ça va être un des grands débats au démarrage de l'université, c'est de savoir quel savoir légitime on doit ou non accepter ou pas. Et débat qu'il nous faut, je crois, reconduire aujourd'hui pour plein de raisons. Deuxième chose à souligner, vous remarquerez que l'unité d'ensemble est assurée par la philosophie, c'est pourquoi il met des mots philosophie partout. Vous remarquerez que tout en haut il y a la théologie, et puis dernière chose, si on voit les maths et puis la déclinaison arithmétique, musique, géométrie, astronomie tout en haut, c'est qu'en fait il adhère à une vision platonicienne qui pense que le monde est ordonné par les nombres. Mais c'est plus une vue d'esthète qu'une vue réelle, dans l'enseignement qu'il pratiquait, et l'école Saint-Victor délaissait assez fortement la culture scientifique. Quelques éléments là-dessus, et Jacques Verger en reparlera, je pense, parce que c'est aussi un des travaux, le dernier livre qu'il a consacré. Il y a des savoirs qui sont complètement exclus de l'université. Par exemple, toute la culture technique, les arts mécaniques, la construction, alors même qu'on est au siècle de construction des cathédrales. Hein. Ils disent, ces savoirs-là sont des savoirs qui relèvent, entre guillemets, de l'apprentissage, et donc pas de l'université. La culture scientifique, elle sera presque partout réduite à rien, petite exception à Oxford, où il y aura quelques chercheurs qui essaieront de le développer, mais globalement, c'est très faible. La culture des belles lettres, elle est réduite à quelques livres qu'on fait lire aux étudiants, mais très peu. L'histoire, l'économie, rien du tout. Même si il existe, par exemple, Nicolas Orem a écrit un traité sur la monnaie, mais je veux dire, presque comme chercheur tout seul dans son coin. C'était pas du tout enseigné. Et puis, il y a des savoirs qui ont été jugés légitimes, mis dans l'université, mais qui ont été questionnés, assez lourdement questionnés. C'est le cas du droit, que j'évoquais tout à l'heure, à qui on reproche d'être une science lucrative, d'être un art pratique, et donc pas une vraie science. Et puis, l'Église, en plus, s'en défie beaucoup parce qu'elle a peur. N'oubliez pas qu'on a un statut religieux quand on est étudiant, quand on est maître. Hein. D'accord ? Il y en a un tonsure à l'époque, la vie, etc. Il n'y a évidemment pas de femmes, très peu. C'est très rare. Il y a des femmes dans l'université médiévale.
L'Église elle a peur que ça détourne les gens vers des fonctions lucratives. Ça a comme même une fonction de fabriquer aussi des gens qui vont avoir un rôle religieux. Et donc on a peur que ça les détourne vers des métiers de type utilitaire. Et du coup, c'est une des raisons pour lesquelles l'enseignement du droit, en l'occurrence l'enseignement du droit romain, sera interdit à l'université de Paris. C'est fait pour protéger la théologie, le rôle de la théologie. Et donc il y a toute une... Pourtant l'université va prendre le pari. Elle va prendre le droit en charge, elle va l'enseigner, et très vite, ça va développer des aspects théoriques, la naissance des écoles de glossateurs, etc. Et en fait, toute une science du droit va émerger. La même chose pour la médecine. Nous avons une vue, nous, en tête aujourd'hui, qui est une médecine triomphante, qui est un savoir, je dirais, très très légitime, mais c'est une vue du 19e siècle, qui est liée à la révolution de la biologie. Au départ, au Moyen-Âge, la médecine, on ne sait pas trop ce que c'est. Et d'ailleurs, dans les textes, c'est intéressant, barbier et médecin, c'est la même chose. On ne sait pas très bien le distinguo. Et ça va aller longtemps, hein. C'est très très longtemps. Moi, j'ai trouvé des textes du XVIIIe siècle, par exemple, un des ministres de Prusse, lorsqu'il crée une université en Prusse, on l'interroge sur la raison pour laquelle il met 30 philosophes dans l'université, 30 postes de philosophes, il met 15 juristes, il met des théologiens, et il met un médecin. Un seul poste de médecine dans son université lorsqu'il ouvre. Et c'est pourtant un des grands ministres éclairés de la Haute-Fléron. Donc on lui pose la question. Et il répond assez simplement, ce qu'on entend depuis le Moyen-Âge, les Prussiens meurent assez facilement d'eux-mêmes, en grand nombre. Pourquoi voulez-vous accélérer la marche? Et donc, ça dit donc sur ce qu'était la vision de la médecine, qui était une science très balbutiante, on pourrait dire un art pratique très balbutiant, contesté pour des raisons morales, parce que, ne l'oubliez pas, il fallait ouvrir des corps, c'était interdit, la dissection. C'était des religieux, ne l'oubliez pas, ils n'avaient pas le droit de verser le sang, etc., etc. Il y avait toute une série d'interdictions. Ce qui a sauvé la médecine et qui l'a fait entrer dans l'université, c'est la découverte des textes arabes, qui sont arrivés par le sud de l'Italie, et la première faculté de médecine est née dans le sud de l'Italie, autour des textes arabes. Et c'est comme ça que progressivement, on va avoir... Mais c'est un pari. Au moment où on constitue l'université, la médecine est loin d'être un savoir fiable, lourd et théorique. En revanche, la philosophie, tout le monde est d'accord sur l'idée que c'est le savoir majeur. Là, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Le débat, c'est de savoir quelles sont les limites de la philosophie par rapport à la théologie. Et là-dessus, il y a en revanche des forts problèmes. Je retiens de ça une question forte dès le démarrage. L'université refuse les savoirs techniques et les savoirs professionnels, les savoirs utilitaires de type lucratif, parce qu'elle vise les savoirs réflexifs, donc qui visent à l'édification de soi et à l'édification de la société comme but ultime. J'ajoute, du point de vue de l'éthos, on voit apparaître une éthique de l'argumentation. Les exercices qu'on pratique sont des exercices qui sont tout à la fois des exercices de recherche et de formation. Par exemple, si on prend les questions colibétiques, ça consiste à ce que, comme étudiant formé à la fin, on vous pose une question libre. C'est quelqu'un dans le public qui vous pose une question libre, et vous devez argumenter pour répondre, mais vous avez tout le corps professoral qui est là et qui vous corrige. D'accord? Et donc, on fait, entre guillemets, on demande à des étudiants, là aussi futurs docteurs, de contrer l'étudiant. D'accord? Donc c'est toute une logique de l'argumentation qui est en train de se mettre en place, toute une logique de l'espace public d'une certaine manière, avec la disputation, etc. Il y a aussi une logique de l'honneur, je me contente de... il y a une thèse qui vient de sortir, hein, qui est sortie il y a peu de temps là-dessus, l'honneur des universitaires au Moyen-Âge, c'est super intéressant, les batailles de préséance des présidents d'université, si vous voulez, de l'époque, et des professeurs pour avoir la plus belle toge, la plus belle couleur, la plus beau médaille, pour être le premier à la cérémonie. Les cérémonies religieuses occupent un tiers du calendrier universitaire. D'accord? Donc c'est pas neutre. Alors, conclusion, vous voyez, pourquoi voie d'accès au salut, refus de la visée contemplative, refus du retrait du monde, mais en même temps, affirmation d'une visée théorétique, promotion politique du savoir, instauration d'une nouvelle forme de vie communautaire. Comment on le fait? On le fait en organisant des savoirs sous couvert de respecter les éléments fondamentaux de la foi, mais avec clairement des stratégies, des outils assez lourds de construction, dont l'éthique de l'argumentation, dont la naissance d'un espace symbolique de reconnaissance, vers qui officiellement c'est ouvert à tous, mais en réalité, l'université médiévale, il y a peu d'étudiants, et ils viennent tous de milieux non pas élevés, mais bourgeois. La noblesse ne vient pas à l'université. Ça ne l'intéresse pas. La noblesse, son code culturel à elle, c'est le code de la guerre. Elle apprend le maniement des armes. Elle n'a pas du tout envie de venir apprendre le savoir. Elle trouve que c'est un truc de gueux, de tout en bas. Donc c'est la bourgeoisie qui va s'emparer de l'université.
Et au passage, c'est ce qui explique qu'en Allemagne, l'université soit si puissante et si importante, c'est que la bourgeoisie est devenue une instance sociale puissante en Allemagne via l'université. Ce qui n'est pas le cas en France. On confère les travaux de Norbert Elias sur ce terrain-là. Donc, en tous les cas, ça veut dire qu'elle est ordonnée autour d'un principe méritocratique, un principe d'honneur qui est nullement égalitaire dès le démarrage. Troisième question, l'imaginaire moderne, celui de Humboldt. En quoi il peut nous servir, en quoi il est périmé. Ici, on va aller là plutôt. Les principes, je vais vite les énoncer. On s'accorde sur l'idée que Humboldt, donc le texte fondateur, le manifeste de l'université moderne, il fait 8 pages, c'est un texte inachevé. Ce texte, il contient 5 principes clés de structuration de l'université moderne. Le premier, l'unité de la connaissance, c'est-à-dire ça correspond à ce qu'on appelait la philosophie tout à l'heure, hein. L'idée que les savoirs ne doivent pas exister de manière isolée, ils doivent être reliés et on doit interroger la relation qu'ils ont entre eux. Donc clairement, je dis bien les savoirs et pas seulement les sciences. La notion de Wissenschaften au début du 19e, c'est la notion de savoir, c'est pas la notion de science. Il viendra la science après la révolution du 19e siècle. Donc c'est un système unifié de connaissances qui est visible. Deuxième chose, il faut l'autonomie et la liberté. Alors là, l'autonomie, c'est vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de la puissance politique. Ça se traduit, hein, vous voyez, les deux termes allemands qui sont habituellement utilisés, hein, ça traduit à la fois l'idée d'isolement, de solitude, d'indépendance, Einsamkeit, mais c'est l'idée que l'université n'obéit qu'à ses propres choix, et pas à ceux qui viennent de l'extérieur. Et Freiheit, la liberté, ça veut dire que le prof comme l'étudiant choisissent ce qu'ils veulent étudier et avec qui ils veulent l'étudier. Et j'ajouterais à quelle vitesse. Vous savez que dans le système allemand, au démarrage, c'est vous qui décidez de la durée d'études. Et il y a eu des réformes récentes qui contestaient justement les implications, parce qu'on a découvert que les étudiants qui étaient dans l'université depuis 27 ans trouvaient que ça faisait beaucoup, et donc via la réforme LMD, on a imposé des barrières maintenant. J'y reviendrai un peu plus tard. Formation de la connaissance par la connaissance, ça c'est absolument central. Et on y reviendra. Il y aura une conférence qui sera consacrée spécialement dans ce séminaire à la question de la Bildung, cette notion allemande qui renvoie à une formation de soi, mais en même temps par la connaissance, et en même temps à une formation de la société. C'est une notion qui est intraduisible, hein, qui est beaucoup plus forte que la notion française d'éducation ou de formation, et qui est au cœur de la conception humboldtienne. On forme un homme et on se forme comme individu à travers le rapport au savoir. Donc on aura une connaissance d'un philosophe qui travaille, une conférence là-dessus, et on fera aussi une conférence avec deux philosophes, en l'occurrence Heinz Winzmann et Jean-Marc Ferry, sur que reste-t-il de Humboldt aujourd'hui et les problèmes que pose cette conception dans l'université moderne. Dernière chose, les deux autres principes, l'unité de l'enseignement et de la recherche. Donc très clairement, et là c'est peut-être une différence d'accentuation par rapport à l'univers médiéval. Chez Humboldt, on met plus clairement le doigt sur le fait que l'université fait certes de l'enseignement, mais elle fait de la recherche, on le souligne très fortement, là où dans la conception médiévale, ça existait sans que ce soit souligné autant. Et puis dernière chose, les libertés académiques. La recherche ne doit pas être téléguidée, ça veut dire que c'est l'enseignant qui choisit ses sujets, sa manière de travailler. On va inventer des outils pour ça. On va remplacer les cours magistraux par des séminaires. Et l'idée du séminaire, c'est qu'un chercheur déroule son analyse d'un objet et l'étudiant va travailler dessus, non pas pour devenir aussi bon que le prof sur l'objet, mais pour apprendre la méthode d'analyse et pouvoir l'emporter avec lui pour travailler sur un autre objet. L'enjeu, c'est d'apprendre des méthodes d'analyse à travers le boulot que fait un maître, une figure construite. J'en déduis qu'à partir de ces valeurs-là, en réalité, nous n'avons que la reproduction des valeurs de l'université médiévale. Simplement, elles sont formulées dans un langage idéaliste, de la philosophie idéaliste allemande, et donc avec des accentuations plus fortes sur tel ou tel point, mais en réalité, c'est une redite, si on peut dire. Il y a un noyau dur de valeurs qu'on trouve dans l'un et dans l'autre. Critique, je vais aller vite là-dessus. Il y a plein de critiques qui sont faites à Humboldt et qu'il faut avoir en tête. Critique politique. Lorsque Humboldt construit sa vision, il s'agit très clairement d'alimenter le nationalisme allemand. C'est très net, il le dit, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Il dit en gros, la France a affirmé son identité via une révolution politique.
l'Angleterre est en train de l'affirmer via une révolution économique, nous on va le faire via une révolution culturelle, et c'est l'université et la Bildung qui en sont l'outil. Deuxième chose, reproche, cette université, elle n'a aucun lien avec l'université. On lui reproche d'être une tour d'ivoire coupée du reste de la société, et évidemment, lorsqu'il y aura la question du nazisme en Allemagne, on reprochera aux universitaires de s'être enfermés dans leur splendide isolement et d'avoir rien vu. Rien vu, rien analysé, rien critiqué. Troisième chose, la question sociologique, Humboldt est très clair, et il nous dit, l'université, ça n'est pas fait pour la masse. Ça n'est pas une question démocratique. L'université, c'est fait pour avoir une bourgeoisie culturelle qui doit, et il appelle ça une aristocratie de l'esprit, aussi bien pour les enseignants que pour les étudiants, et donc, quelque part, construire une nouvelle noblesse, une noblesse par le savoir. Donc, il est très clair que la question de la massification, de la démocratisation, est un enjeu majeur pour la conception humboldtienne. Troisième chose, l'objection culturelle. Alors là, je vais aller vite. On reproche à cette vision de l'université de vouloir faire une unification du savoir par la philosophie. Donc il y aurait une discipline reine, qui serait la discipline majeure. En réalité, c'est une incompréhension, je voudrais le dire tout de suite, parce que c'est comme chez Hugues de Saint-Victor qu'on voyait tout à l'heure, on ne demande pas à une discipline, la philosophie, de maîtriser tous les savoirs et de les diriger d'en haut, on demande à chaque secteur du savoir d'avoir une auto-réflexion sur lui-même. Et donc aux juristes, aux médecins, aux théologiens, d'avoir une démarche conceptuelle pour réfléchir le savoir. Ce que dit très bien Schleiermacher, qui est d'ailleurs un théologien qui a travaillé avec Humboldt, l'enjeu de l'université, ce n'est pas le savoir, c'est ce qu'il appelle le savoir des savoirs. C'est donc avoir un rapport à son savoir qui est maîtrisé et réfléchi. Selbstbildung, on pourrait dire. Dernière objection, je vais vite là-dessus, il faut savoir que depuis une quinzaine d'années, l'historiographie en Allemagne pilonne Humboldt et dit « il est faux de croire que l'université allemande a été humboldtienne ». Humboldt est un mythe, disent-ils. Donc Sylvia Palacek, Rüdiger von Brohr, etc. Toute une série d'historiens écrits sur ce thème-là. Il y a plusieurs arguments. L'un des arguments forts, c'est que le texte de Humboldt a été inconnu tout au long du XIXe siècle, il n'a pas été publié. Donc, en réalité, on ne peut pas dire que l'Allemagne a suivi le texte de Humboldt puisque le texte était inconnu. L'autre élément, c'est de dire, en revanche, il y a eu au XVIIIe siècle deux universités qui ont innové beaucoup, et l'université de Berlin, qui est née de la volonté de Humboldt, elle a reprise de ces innovations faites à Halle et Göttingen. Troisième chose, je viens de l'expliquer, la philosophie n'a pas joué le rôle de discipline reine au XIXe siècle, ok, mais ça c'est une incompréhension. L'autonomie qu'Humboldt envisageait, c'était je donne une bonne fois pour toutes l'université en capital, et après je lui donne plus de budget, elle vivra des intérêts de son capital. C'était ça le modèle. Soit au passage, c'est le modèle que les Américains ont mis en place, et c'est le modèle que nous avons connu en France, dans les IDEX et les ICIT. On dote au capital, et vous vivez des intérêts. Il n'a jamais été mis en œuvre en Allemagne. Ils sont en train d'y venir dans le cadre de leur Excellence Initiative. Ils sont en train de le faire. Enfin, l'idée que le savoir était pour lui-même, ils objectent que, bien entendu, l'université de Berlin, comme toutes les autres, elle fabriquait plein de gens pour l'État, pour l'Église, pour plein de fonctions sociales. Je dirais que ces objections sont intéressantes, mais problématiques. Il y a une erreur dans la lecture qui est faite, c'est, on l'a vu tout à l'heure dans la... Si je remonte, ici, vous allez vite comprendre. L'erreur, c'est de croire que Humboldt a fait naître une conception tout seul dans son coin et que c'est ça comme un texte qui définirait pour toujours ce qu'est la conception moderne. Humboldt, il a synthétisé des arguments qui étaient dans l'espace public allemand, et ces arguments, ils étaient, entre guillemets, mis en discussion depuis Kant avec tous les textes qu'on suivit, plus les innovations qui étaient faites à Halle et Göttingen. Donc il y avait une dimension théorique plus des dimensions pratiques. Et donc, évidemment, Humboldt n'est pas au sens le père fondateur, comme s'il avait créé, tel Dieu, ex nihilo, l'université moderne. Alors, venons-en à la quatrième question. Y a-t-il des universités en France? Ma réponse est non. Il n'y en a jamais eu. Soyons très clairs. L'université française était déjà discréditée sous l'Ancien Régime. Je pose cette question très simple. Pourquoi tous les grands intellectuels français du XVIe au XVIIIe siècle n'ont aucun lien avec l'université? Aucun. D'accord? Pourquoi dans le même temps, la Renaissance se fait via l'université en Italie, la réforme luthérienne se fait dans l'université et par l'université en Allemagne? Si on prend le XVIIIe siècle, la Aufklärung allemand, Kant, Wolff, etc., sont tous des universitaires, Fichte, Hegel plus tard.
C'est la même chose dans l'Enlightenment écossais ou anglais. Et si vous regardez les Lumières françaises, ni Voltaire, ni Diderot, ni Rousseau, aucun d'eux n'a fréquenté l'université. Et certains d'entre eux, Voltaire en tous les cas, ont écrit des choses hyper acerbes sur l'université. Donc, en gros, l'université en France était déjà tombée en lambeaux sous l'Ancien Régime. Elle ne fabriquait plus que pour des petits postes, sans aucun projet intellectuel fort. Elle était devenue un outil pour avoir des rentes de situation, raison pour laquelle elle avait une grande partie de la noblesse qui s'y était ralliée. Une grande partie de la bourgeoisie l'avait désertée. Deuxième chose, une des caractéristiques du modèle français, c'est que la France n'aime pas les universités. Elle a, je ne l'ai pas mis avant aussi, il faut quand même le rappeler, la France a supprimé les universités au moment de la Révolution française. Aucun régime dans le monde ne l'a fait, pas même les régimes totalitaires. C'est quand même quelque chose qu'il faut interroger. Et j'ajoute, dès le lendemain de la suppression des universités, on a créé des écoles. En grand nombre. Voilà. La France a fait le choix des écoles. Dès le démarrage. Elle a fait le choix de former ses élites par des écoles. C'est un modèle qui s'est répandu. Au départ, c'était des grandes écoles, mais maintenant, il y en a plein des très petites. Et même les petites écoles, elles passent aujourd'hui devant l'université. Je trouve un exemple de réaction magnifique, c'est la perte de la guerre en 1870 face à l'Allemagne. Pourquoi ? Parce que l'analyse qui sera faite en Europe et partout dans le monde, d'ailleurs, c'est que l'Allemagne a gagné de manière très surprenante. On la pensait très arriérée, y compris sur le terrain militaire. Elle gagne de manière très surprenante par rapport à ce qu'on croyait être la première armée au monde. Et donc, on interroge cette question-là pendant plusieurs années, et on se dit, pour finir, l'Allemagne a une science d'avance. Elle a une science qui s'appelle la science de l'État, qui est construite, dont on croit, à tort ou à raison, que cette science est pour quelque chose dans le merveilleux commandement militaire que l'Allemagne est capable de déployer. Donc cette science de l'État est aussi perçue comme une science du commandement. Qu'est-ce que ça nous donne comme réaction? Aux États-Unis, les Américains disent, il nous faut cette science. Donc on va l'acheter. On va aller acheter des universitaires allemands qu'on emmène aux États-Unis et on crée des départements pour eux, ça s'appellera les départements de sciences politiques. Ce sont les tout premiers départements de sciences politiques. C'est la science de l'État allemande transposée aux États-Unis. Et bien en France, on a la même réaction. Qu'est-ce qu'on fait? On crée l'école libre de sciences politiques à Paris pour former une élite. C'est-à-dire on crée Sciences Po Paris. En 1875, en 72 pour le premier projet, Boutmy, etc. Et donc on crée une école. On ne crée pas des départements dans l'université. C'est assez emblématique. Ces écoles, elles ont une identité forte. Ces écoles, elles s'occupent encore aujourd'hui beaucoup de la vie de leurs étudiants, dont on sait que c'est un critère de choix de la part des étudiants extrêmement important, y compris à l'échelle internationale. Ces écoles, elles ne font pas de recherche ou très peu. Encore plus quand on parle d'écoles de commerce, etc. Donc, premier choix fort, on fait le choix des écoles. Deuxième choix fort, l'université est recréée, certes, avec Napoléon. Une seule université pour toute la France, pilantée d'en haut à Paris. D'accord? Alors là, je vous dis tout de suite, l'ambition, c'est pas un projet intellectuel. On en est à milieu, c'est complètement à l'envers. L'ambition, c'est, on a un problème. Une fois qu'on a fait des écoles pour fabriquer des ingénieurs qui doivent faire des routes, qui doivent faire des ponts, qu'on a fait Polytechnique pour diriger l'armée, etc., on a un problème. Il y a une fonction qu'on ne sait pas former par l'école, c'est les profs de collège et lycée. Or, le régime nouveau a des ambitions en matière de contrôle, et notamment des opinions, via l'école. Et donc, on va demander à l'université, on va créer une université pour fabriquer des profs de sciences et de lettres. Les profs de français, on dirait aujourd'hui, et les profs de SVT, si vous préférez, physique, pour les collèges et les lycées. C'est les deux fonctions principales qui vont servir à recréer l'université au début du 19e, et ça ne bougera pas lors de la Troisième République, lorsqu'on va donner plus d'importance à l'université et lui donner une reconnaissance plus grande. Ça sera la même chose. Et si j'ai un gros trou, on y reviendra, tout au long du 19e et même au 20e siècle, qui fait qu'en France, on ne réfléchit pas à la question de l'université, j'entends les textes théoriques des gens qui conceptualisent. En revanche, ce que nous avons en France, c'est plein de rapports administratifs. Nous avons plein d'administratifs qui ont réfléchi à ce que devaient être les universités au cours du 19e, y compris Louis Liard, qui a été le directeur général de l'enseignement supérieur, qui a écrit plusieurs livres là-dessus, qui sont des livres informatifs, mais pas du tout réfléchis, au sens où je l'évoquais tout à l'heure. Pas du tout. L'université n'est donc clairement pas un projet en France. Et d'ailleurs, c'est très net, la recherche n'apparaît pas dans les motivations de recréation de l'université. Ni sous l'Empire, ni sous la Troisième République. Et puis, dernière chose, la France a fait le choix, chaque fois qu'il y a une recherche stratégique pour elle, importante, elle a fait le choix de ne pas faire confiance à l'université, de la mettre à l'extérieur. Nous avons eu un empire colonial, ça suscite des recherches, on crée un truc exprès, ça s'appelait l'Orstorm, ça s'appelle l'IRD aujourd'hui. D'accord?
Nous avons des enjeux en santé, on fait l'INSERM. Nous sommes leaders en matière atomique, c'est hyper important, on fait le CEA. Autrement dit, on crée des organismes à part de chercheurs professionnels dédiés à ce que l'État exige d'eux. D'accord ? Et le CNRS, c'est l'aboutissement du processus. D'accord ? Avec une visée plus globale et plus générale. Quand on lit, bah, c'est très clair, hein, l'université, elle a une fonction. C'est quoi? C'est une école d'enseignement supérieur. Avec une motivation très floue, une visée très très floue. La preuve, est-ce que ça a changé aujourd'hui? Ben, regardons ce que nous disent les textes juridiques, comment on définit l'université dans la loi. Voilà. L'article qui nous définit, c'est ça. Alors, on ne va peut-être pas tout vous lire, mais c'est assez rigolo, parce que c'est ce que j'appellerais un magnifique inventaire à la Prévert. Il y a n'importe quoi là-dedans. On nous dit que, vous voyez, par exemple, on doit concourir à la formation des maîtres et à la formation tout au long de la vie, un peu plus loin. Il faut participer au jury d'examen et de concours. Il manque juste, il faudra aussi balayer la salle en sortant. Et quand même, lisez, c'est intéressant, le 6e alinéa, tout au bout, c'est quoi? Ah oui, c'est vrai, juste avant de finir, il faudra qu'il fasse de la recherche. Et il concourt à la vie collective des établissements impartiels au point, et là, il contribue au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale à la transmission des connaissances et de la formation à la recherche par la recherche. Oui, c'est très emblématique. Les missions ne sont pas hiérarchisées, elles ne sont pas réfléchies, elles sont en vrac, et elles sont dans le désordre, si on peut dire. C'est très emblématique. Et puis, c'est accompagné, généralement, c'est le cas d'un discours très généreux et très creux sur la nécessité d'une société de la connaissance, mais évidemment sans colonne vertébrale. C'est tout le contraire de ce qu'on a vu avec Humboldt et de ce qu'on a vu dans la tradition médiévale. Et donc, bah, la France n'a pas de tradition humboldtienne, ça je crois que tout le monde est d'accord. Elle n'a pas non plus de culture universitaire de substitut qui fasse droit aux principales caractéristiques de l'histoire de l'université. J'en reviens là, parce que, expliquons, on pourrait dire, ah, ça a changé, maintenant il y a des livres en France. Alors, petit commentaire. Années 60, il y a un énorme débat en France sur l'université, mais le débat c'est, la politique a-t-elle le droit de citer dans l'université? Est-ce que les étudiants peuvent être politisés? Est-ce que les profs peuvent être politisés? Il y a en revanche très peu de débats sur qu'est-ce que c'est l'université. Et il y a un personnage au moins. Le texte de Ricoeur que je mentionne, il est très petit, donc il ne me paraît pas avoir une valeur forte. Mais il y a un chercheur qui va prendre ce débat-là, il s'appelle Georges Gusdorf, c'est un grand sociologue de formation, et 2 livres vont sortir sur cette question-là, frontale. Mais pourquoi Gusdorf? Parce que Gusdorf, il est alsacien, de culture allemande. Il fréquente l'université allemande. Et ce qu'il n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi, en France, il y a une situation aussi détériorée et aussi différente de ce qu'il connaît en Allemagne. Et donc son livre, c'est ça. C'est un livre de témoignage sur le fait, mais pourquoi la France n'a-t-elle pas l'université? Car lui, c'est sa conclusion très claire. Il affirme très clairement, la France n'a pas l'université. Si on prend le débat suivant, les années 80, en vert ici, là encore, c'est très intéressant. Lyotard, Derrida vont publier des conférences et des rapports sur l'université. Mais chose intéressante, ils vont les publier en Amérique du Nord et pas les publier en France. Les conférences de Derrida, elles sont faites aux États-Unis et il ne publie pas les textes en France. Parce qu'il sait que ça n'intéresse personne. Ça existe, il y a des gens aujourd'hui qui l'utilisent, mais c'est pas dans notre champ à nous, entre guillemets. 1995, Alain Renaud, on pourrait dire que c'est la première exception. J'ai fait venir Alain Renaud ici en 2011, je lui ai posé la question au restaurant et il m'a dit, tout debout, hein, il m'a dit, c'est l'ouvrage dans ma carrière qui m'a demandé le plus de travail. C'est le plus grand flop éditorial que j'ai jamais pris. Ce livre ne s'est pas vendu. Et pourtant, vous voyez, depuis les années 2000, vous voyez toute une liste de publications, et j'aurais pu compléter, il y en a encore d'autres. Là, ça y est, c'est parti. Pourquoi? Parce que dans les années 2000, nous avons vu des mutations majeures de l'université se mettre en place, et notamment la revendication par les présidents d'université d'avoir une autonomie. Je rappelle que c'est une demande des présidents d'université dès les années 2000. Et du coup, là, il y a des gens qui s'en sont saisis et qui ont compris qu'il y avait des enjeux. Et du coup, on a vu une série de théorisations très différentes. Hein. Certaines sont postmodernes, certaines sont néo-kantiennes, d'autres sont très républicaines, Macheret un marxiste, etc. Donc vous voyez, il y a des lectures ultra différentes. Mais ce qui est intéressant, c'est ça, il y a un débat. Il y a un débat, on commence à y réfléchir. Dernière question, l'université contemporaine aujourd'hui est-elle encore une université? Nous sommes passés à ce que Clark Kerr avait diagnostiqué dès 1963 aux États-Unis comme étant une multiversité. Ça n'est plus une université, c'est une multiversité. Une série de secteurs qui sont dans la même institution mais qui vivent chacun leur vie, et ces secteurs obéissent à des règles de l'extérieur, à des commandements qui leur viennent de l'extérieur.
quand on veut symboliser ce qu'est la multi-université, bah, écoutez, on dit simplement, à qui donne-t-on le doctorat honoris causa à l'Université de Montréal? Bah, à Céline Dion, ou au patron de la BCE. C'est pas que les universitaires adorent l'ancien patron de la BCE ou Céline Dion, c'est qu'il y a une pression sociale. Et que l'université répond à une pression sociale. C'est ça. Donc, on commence à répondre à des demandes venant de l'extérieur. L'université signifiait qu'il y avait un centre, une autonomie, et donc qu'on décidait de ce qu'on faisait. La multiversité signifie qu'on a différents secteurs obéissant à des donneurs d'ordre qui sont en dehors de l'université. Et ce sera théorisé dans les années 93 par Michael Gibbons, qui est un personnage important, hein, qui n'est pas du tout un théoricien au départ, hein, même s'il vient de la sociologie des sciences. Il sera le secrétaire de l'association des universités du Commonwealth, secrétaire général, et c'est quelqu'un qui a une énorme influence dans les instances internationales. Il produira cette idée que nous sommes passés à ce qu'il appelle le mode 2 de la recherche. Ce mode 2, c'est des recherches qui ne sont plus menées à l'initiative des chercheurs, mais à l'initiative de la société, des entreprises, des autorités politiques. Elles portent un problème et les universitaires doivent y répondre. D'accord ? Donc c'est une relecture évidemment complètement différente. Clairement, c'est une lecture très néolibérale de l'université, hein, qui est complètement assumée de sa part, et il le dit clairement, le service à la société doit devenir premier. D'accord ? Donc on est là, il y a un chercheur américain qui a proposé dans la même veine l'idée qu'on est passé à une recherche post-académique, et c'est dit assez honnêtement ce dont il est question. Dans nos universités aujourd'hui, pourquoi ce que nous voyons ne correspond plus à la notion d'université telle que je l'ai développée? Pourquoi les mutations nous montrent qu'on est dans autre chose? Ben, un exemple très simple, je vous ai dit tout à l'heure, dès le Moyen-Âge, c'est la même chose pour Humboldt, il y a un refus très clair des savoirs professionnels, des savoirs utilitaires, de l'apprentissage, l'artisanat, etc. Dans l'esprit d'Humboldt comme du Moyen-Âge, la boulangerie, ça ne s'apprend pas dans une licence professionnelle. Ça ne s'apprend pas à l'université. Ça s'apprend auprès de gens qui exercent le métier et il n'y a pas besoin de faire des doctorats et de la recherche pendant des années pour enseigner ça. Donc ça s'apprend ailleurs, dans d'autres sites qui ont toute leur légitimité, mais qui n'ont pas la même fonction, qui n'ont pas la même finalité. Or, que voit-on? Eh bien, 1992, Angleterre, les polytechniques, donc les IUT britanniques, ont été transformés en universités. En Allemagne, les Fachhochschulen, l'équivalent des IUT côté allemand, on leur demande maintenant de faire de la recherche. Et dans l'autre côté, les universités, on leur demande de mettre en place des filières professionnelles. Donc on voit un recoupement, une hybridation des deux secteurs. France, on a introduit les IUT dans l'université. On a introduit l'IUFM, l'ESP, qui a encore changé de nom. On a développé les filières professionnelles, les licences pro, etc. C'est pas notre métier. C'est pas notre métier, c'est pas le cœur de l'université. Je le dis, que j'ai démarré ma carrière, j'ai participé à une licence pro, je vous jurerai que j'en suis resté traumatisé pendant longtemps. C'était une licence pro qui s'appelait Distech, elle était montée par Carrefour et Leclerc. Il s'agissait d'apprendre à gérer des rayons. Qu'est-ce qu'on faisait là-dedans? On recrutait juste les gens, c'est-à-dire qu'on était avec des DRH, des groupes, et nous on servait de caution. Et vous voyez comment ils recrutent et tout, c'était super choquant pour nous. Hein. Ils recrutent en disant « Ah, celui-là il me plaît bien, il a une affinité objet. Il aime les salades, bon, il a une affinité objet, on va le mettre au rayon légumes. » Avec des cours qui étaient 10 heures de gestion de management, pour le reste, mise en rayon. Fait évidemment par des professionnels. Qu'est-ce que vous voulez qu'un universitaire fasse là-dedans? C'est celui qui l'apporte comme savoir analytique, c'est celui qui l'apporte comme savoir réflexif. On est complètement dans autre chose. C'est pas notre métier, c'est pas notre place. Ça a sa place, mais pas chez nous. Nous, on est autre chose. L'université a de plus en plus une autonomie de gestion, mais de moins en moins une autonomie de décision. C'est un univers dont je dirais qu'il est sous-administré et en même temps sur-bureaucratique. Ça veut dire que quand vous mettez 5 ou 600 étudiants ensemble, ça correspond à la taille d'un collège, vous devriez avoir l'équipement en personnel d'un collège. C'est loin d'être le cas. Un département quelconque, une université quelconque, c'est un demi-poste de secrétariat. Et débrouillez-vous avec. D'accord? Donc on est sous-administré. Et en même temps, on est sur-bureaucratique parce qu'on a des process de décision et des process de fonctionnement incroyables, infiniment longs et infiniment problématiques. Les financeurs, les donneurs d'ordre, sont de plus en plus intrusifs via des appels à projets. Ils veulent contrôler ce qui se passe à l'intérieur, ils veulent les résultats, et vous le savez tous, aujourd'hui, un chercheur passe beaucoup plus de temps à monter des dossiers pour avoir de l'argent, puis ensuite à monter des dossiers pour faire le reporting de sa recherche,
qu'à faire la recherche. La recherche, c'est presque rien dedans, aujourd'hui. C'est devenu un univers de coopétition, comme disent les économistes, c'est-à-dire à la fois coopération, mais en même temps concurrence-compétition, en interne et à l'externe, et de plus en plus intense. C'est un univers qui tend à se verticaliser. Nous avons des présidences d'universités au fur et à mesure du temps. C'est pas propre à la France d'ailleurs. Mais en France, on avait du retard là-dessus. Donc c'est en train de changer. Nos présidences d'universités sont en train de devenir des puissants centres de commandement. Donc les ordres tombent d'en haut, entre guillemets, avec plein de conséquences. Les étages intermédiaires du système universitaire sont en train de se faire écraser. Il y a des travaux, on recevra Christine Musselin, qui est la grande sociologue des universités en France. Elle viendra faire une conférence et elle est en train d'écrire un livre sur la grande course des universités, donc sur les problèmes IDEX, les fusions, etc., les communes, et ce sera l'occasion de pouvoir en parler. Ils ont fait des travaux sur la progressive disparition du rôle de doyen, de directeur du FR. C'est-à-dire que vous avez de moins en moins de pouvoir, et vous avez au-dessus de vous une hiérarchie qui veut vous donner des ordres et que ça obéisse en bas. Donc il faut, entre guillemets, et donc on a une verticalisation du système, ça veut dire une destruction des communautés en bas, au plus bas. Ça va de pair. On a un modèle disciplinaire très en difficulté, qui en France est un modèle dominant et problématique. En France, vous voyez d'ailleurs, l'université n'existe tellement pas que personne ne dit je vais à l'université. Les étudiants ils disent je suis à la fac. Je vais à la fac, ils ne vont pas à l'université. Si vous allez en Belgique, si vous allez en Suisse, si vous allez en Allemagne, ils vont à l'université. Ils ne vont pas à la fac. En France, ils vont à la fac. Ça en dit long, hein. Puisque la réalité première, c'est les facultés, c'est pas l'université. Mais l'université, elle s'est structurée, elle commence à exister, elle s'est verticalisée, et elle est en train de devenir quelque chose d'important. Et puis, nous sommes dans un univers où c'est en train de se stratifier d'une manière très nette. Ça veut dire que les systèmes d'enseignement sont comparés de plus en plus, il y a un fort mouvement d'internationalisation, et on est en train de dire ce système-là est meilleur que l'autre, et on fait la même chose à l'intérieur, on classe les universités, comme vous le savez, les fameux rankings, et donc cette université-là est meilleure que l'autre, et puis on fait des appels à projets qui sont adossés à ces rankings, Excellence Initiative en Allemagne, Initiative d'excellence en France, il y a eu la duplication en Espagne, il y a eu la duplication en Chine, il y a maintenant la duplication en Italie, etc. etc. Et donc nous avons une vraie stratification, j'ajoute, il y a une stratification de plus en plus dans les universités, entre les personnels, par des statuts. Vous commencez ultra précaire, et puis il y a toute une gradation pour grimper jusqu'en haut où vous êtes sur le poste protégé. Avec évidemment beaucoup de morts en cours de route, vous l'imaginez bien. Et on voit très clairement une précarisation partout en Europe. Chez nos amis belges, chez les Allemands, qui ont eu longtemps un modèle très protecteur, il y a eu des réformes très fortes de précarisation des universités en Allemagne, en Italie, et en France, avec la loi LRU. Nous avons désormais plein de contractuels recrutés qui font des nombres d'heures incroyables et qui sont payés au lance-pierre. Donc c'est pareil, le mouvement est en marche. Et puis, chose assez bizarre, cette course au Big is Beautiful, vous mariez avec tout le monde. On a quand même tenté ici, je rappelle, de faire une université fédérale sur 500 km avec 7 universités et 160 000 étudiants. Je pense que personne dans le monde n'a jamais eu cette idée, hein, mais nous on l'a eu. Avec une logique absolument contre-productive, hein, parce que soyons clairs, les universités d'élite super bien classées, ils n'ont presque pas d'étudiants. Ils ont plein de chercheurs, des gros budgets et presque pas d'étudiants. Harvard, il y a 2 fois moins d'étudiants qu'à Nantes. Hein. Par contre, c'est presque le budget de l'enseignement supérieur français. Ouais. Donc on parle de complètement un autre monde. Je termine là-dessus. Différentes conceptualisations. Alors, conclusion, ça veut dire les différentes conceptualisations de l'université nous montrent qu'il y a un noyau dur de valeur qui a été reformulé à plusieurs reprises dans l'histoire. J'en ai pris 2, j'aurais pu en prendre d'autres. Hein. Mais on trouve toujours les mêmes noyaux durs de valeur. Cette idée d'une forme de vie, d'une communauté qui vit par et pour le savoir, ces savoirs qui ne sont pas professionnels, mais qui doivent être auto-réflexifs, qui permettent d'appréhender des univers complexes, etc. C'est au centre de la fonction recherche, au centre de la fonction d'enseignement. J'ajoute, les services à la société doivent exister, je crois que tout le monde est d'accord, mais ils sont secondaires par rapport à la fonction recherche et à la fonction d'enseignement. Et je dois ajouter, ils sont secondaires et c'est l'université qui doit décider, c'est-à-dire l'universitaire, éventuellement avec des collègues, qui doit décider si l'interpellation qu'on lui donne dans la société de l'extérieur en disant « il faudrait s'occuper de tel sujet », c'est lui qui doit décider si, oui ou non, ça mérite qu'on s'en occupe. Et c'est pas parce que le pouvoir crie qu'il faut s'occuper de l'identité nationale ou il faut s'occuper de telle question que ça veut dire que c'est une question qu'il faut tout de suite traiter. Il faut aussi qu'on ait des raisons de fond d'y aller, des raisons qui sont liées à la recherche. Dernière chose, cette université contemporaine, c'est une université managériale qui est en rupture complète avec les constructions précédentes, et c'est la raison pour laquelle il y a crise partout en Europe. Hein.
Parce que l'université managériale est contestée aussi bien en Allemagne, en Italie, en Espagne, etc. C'est pas spécifique à la France. La spécificité française, c'est que nous n'avions pas de tradition universitaire avant. Et donc nous sommes dans une situation très singulière de ce point de vue-là. Je m'arrête là et je vous remercie. Bien, merci beaucoup à Arnaud Leclerc pour cette très beau panorama, je dirais. Panorama avec ce titre, l'idée d'université en Europe. Et effectivement, c'est une fresque aussi de différentes époques. Et je vais me borner à faire, plutôt que de reprendre l'ordre qui a été suivi, peut-être à aborder quelques éléments transversaux qui apparaissent, qui sont des questionnements. Alors c'est vrai que tu as débuté en disant que jamais tu ne pensais travailler sur effectivement l'université. Et j'avoue que la méfiance aussi d'une réflexivité sur son propre objet est toujours un peu curieuse, et que, par exemple, quand j'écoute la radio et que les journalistes se mettent à parler du monde des médias, je coupe souvent. Donc là, j'y suis plus intéressé, mais effectivement, il y a quelque chose parfois qui est relativement délicat. Alors, la première remarque que je ferai, qui n'est pas vraiment une remarque peut-être une remarque de méthode en fait, et pas simplement, c'est-à-dire que sous ce titre, l'idée d'université en Europe, on comprend, et tu le dis très clairement, que le point d'articulation, le point de référence, c'est ce moment Humboldt. À la fois qui permet de relire un peu le passé d'une certaine manière, et aussi l'avenir. Et donc, bien sûr, c'est un des seuls temps forts avec cette diffusion réussie, et donc qui permet de cristalliser à un moment, je dirais, un modèle qui a prospéré. Mais bon, le fait de raisonner ainsi, et on a bien vu qu'il y a beaucoup de fluctuations, à la fois avant et après, dans des univers aussi qui sont différents, qui intègrent non seulement des publics différents, mais aussi des conflits religieux, par exemple, dont tu n'as pas beaucoup parlé. Et donc je me demandais jusqu'où, bon, tu as dit effectivement il y a des gens qui critiquaient fortement ce moment Humboldt comme ayant été un mythe. Il y a sans doute quelque chose à tirer effectivement de ce modèle, mais ce qui m'a surpris, c'est qu'à la fois l'exposé il est construit à partir de ce modèle Humboldt, et la fin elle vient dire il y a un noyau aussi qui est médiéval, qu'on doit peut-être retrouver. Et donc, voilà, pour moi, disons qu'il y a ce fil rouge, effectivement, de cette idée. C'est pas les idées d'université, c'est l'idée d'université. Alors, il n'y en a peut-être pas qu'une, il y en a peut-être plusieurs, elles évoluent. Bon, je ne suis pas assez savant, effectivement, pour dire quelles sont ces évolutions et toutes ces inflexions, mais je vois un aspect un peu problématique, je dirais, à partir de à réexaminer l'idée d'université à partir du moment Humboldt. Un autre aspect, je pense, qui m'a intéressé, mais qui n'était pas très présent dans l'exposé que tu as fait, dans ce panorama. Et à nouveau, je pointe les questions peut-être pour avoir des compléments ou des choses que je n'ai pas entendues. Ce sont la question des effectifs. C'est-à-dire que bon, les effectifs sont effectivement fluctuants par rapport à une société. Il y a des études qui ont essayé de dire d'où venaient les étudiants, quelles ont été les origines sociales, et puis il y en avait combien, à la fois en Angleterre, etc., en Russie, en Pologne, en Cracovie, en Espagne, etc. Et un des phénomènes assez marquants, c'est de savoir, à partir de quel moment l'université a accueilli ou s'est pensée comme accueillant les masses d'étudiants et pas simplement une minorité. Et je pense à cette question, est aussi liée la question des élites. C'est-à-dire, et c'est peut-être la jonction avec l'aspect démocratique. Les universités
qu'elles soient effectivement dans différents domaines, pour former des clercs, pour former des spécialistes professionnels comme la médecine ou le droit, pour former effectivement d'autres types de généralistes. Quel a été son rôle dans la formation des élites? Je pense que, et à partir de quand, peut-être dans certaines circonstances, il y a eu une vraie idée commune pour former ou pas les élites, ou dire les élites, par exemple en France, c'est clair, ça c'est net, elles se forment ailleurs, hein, très tôt, même avant la Révolution française. Mais je pense que c'est une question intéressante parce que il y a eu des choix dans certains pays de faire coïncider des universités dans leur diversité, pas que les plus grandes, avec aussi le fait d'accueillir des publics en masse et de les former. Donc avec un projet qui paraît pas être le projet Humboldt, mais qui peut-être correspond plus à une réussite telle qu'elle a pu exister aux États-Unis dans l'entre-deux-guerres. Et donc moi j'étais intéressé par cet aspect quelle est l'idée de l'université, aussi quel est son rôle ou dans ses valeurs, etc., à partir d'une formation qui devient une formation dont on souhaite du plus grand nombre au sens démocratique et pas simplement des élites. Donc ça c'était une interrogation aussi que j'avais. Un aspect, alors je ne sais pas si c'est un aspect, c'est le rapport avec le pouvoir. Le pouvoir de l'Église, le pouvoir de l'État, le pouvoir des régions. Pourquoi on laisserait, quel que soit le pouvoir en place, un groupe ou ces communautés se constituer de manière aussi indépendante, en demandant autorisation d'enseigner au début, ensuite en demandant le support d'eux. J'ai pu lire en regardant le petit que sais-je avant de venir de Jacques Verger et Christophe Charles aussi, que même dans l'université d'Humboldt, il y avait ce rôle aussi d'un représentant de l'État qui contrôlait justement ces savoirs. Donc j'ai l'impression qu'il y a une grande, là pour le coup de transversalité, c'est que l'idée d'avoir un groupe de personnes qui disposent de moyens pour penser le monde, le critiquer, etc., est une idée qui ne correspond pas à grand-chose, et que c'est normal finalement que toujours il y ait le pouvoir qui s'y intéressait d'une certaine manière. Et ce qui explique peut-être, alors je ne sais pas, là je m'avance peut-être un peu loin, qu'il n'y ait pas eu d'idée d'université formulée. Parce que c'est comme s'exposer en tant qu'auteur ou en tant que cible. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on formule une idée, il y a toujours eu cette composition à faire avec le pouvoir en place. Et donc l'idée d'un projet, par exemple, qui serait émancipateur, qui serait critique, etc., je ne vois pas comment il pourrait être reçu par des pouvoirs qui vont soit protéger, soit financer, ou qui souhaitent contrôler, qui souhaitent infléchir, qui souhaitent récupérer, etc. Donc là, pour moi, il y a, je sais pas si c'est une sorte de paradoxe, mais si l'université pouvait être affirmée, quelles sont les conditions de son affirmation du point de vue des groupes d'intérêt? Alors, on peut la formuler comme ça de haut ou de l'extérieur, mais sinon, je ne vois pas trop bien comment elle pourrait s'affirmer, sauf, et tu l'as dit, dans un projet qui est national, qui est pensé comme étant articulé avec un moment. Et puis finalement, le dernier point, peut-être qui est un peu mystérieux pour moi, c'est finalement les disciplines, les communautés. C'est-à-dire, il y a des écoles, et il y a eu très tôt des spécialisations, voilà, Montpellier pour la médecine en France, Orléans pour le droit. Avant, c'était des écoles différentes, les gens enseignaient tantôt de manière privée, puis finalement, il y a eu ces communautés qui ont été reconnues ou autorisées. Et puis, donc, il y a l'articulation ou la transition entre des écoles spécialisées et des facultés. Et puis,
le fait de réunir des facultés en université, qui est encore un passage assez problématique, c'est-à-dire qu'on le voit aussi, certaines universités se pensent comme disciplinaires au sens faible, on en a dans nos domaines, par exemple, Paris de Assas, effectivement, c'est une université qui ne se pense pas comme une université de tous les savoirs. L'université, par exemple, Paris 1 porté en Sorbonne, ou Paris 10 Nanterre, aussi, ce sont des universités qui n'englobent pas tous les savoirs. Donc, j'ai l'impression que le fait de parfois vouloir parler d'université généraliste, disons comme idée générale, permet difficilement d'habiller parfois des logiques très différentes à l'œuvre. Et on le voit par exemple peut-être dans l'université de Nantes aujourd'hui, avec beaucoup effectivement, puisqu'on a cette pluridisciplinarité pour représenter toutes les entre guillemets peut-être les disciplines scientifiques, mais avec des logiques qui sont assez différentes selon les facultés, avec même l'idée parfois de, comme tu dis, soit de peut-être pas comment dire, d'amoindrir leur pouvoir, leur autonomie, soit de les supprimer ou de les refondre dans des ensembles qui seraient des logiques d'école ou des logiques qui soient différentes. Donc voilà les questionnements qui me sont venus, qui sont un peu transversaux. Alors après, il y a un certain nombre de points qui m'ont vraiment beaucoup intéressé, mais je suppose ce qui va être difficile dans ce débat, ça va être je pense, de trouver une direction commune, puisque tu as choisi un panorama extrêmement large, et je pense que les questions peuvent venir de beaucoup d'endroits. Et si j'en avais une dernière, finalement, c'est au travers de ta réflexion, de ta recherche, quel est l'enjeu principal que tu assignes à ce questionnement? Est-ce que c'est de dire, ben voilà, on reformule historiquement, effectivement, on fait un constat de l'absence, ou en tout cas en France par rapport à d'autres? Est-ce que c'est le point focal? C'est surtout, ben voyons comment en France il n'y a pas eu cette université, il n'y a pas de pensée de l'université pour différentes raisons, effectivement, qu'on peut développer. Ou alors, est-ce qu'il y a, bon, ça tu l'as dit fortement, est-ce qu'il y a un autre enjeu au fait peut-être de reconstruction ou de sauvegarde de ces valeurs, de ce noyau? C'est ça que tu voulais dire en concluant par ces différentes transformations, et on pourrait s'interroger aujourd'hui, ben, comment ce noyau, si on l'identifie comme étant médiéval, même s'il a transité par différentes choses, pourrait être sauvegardé dans un contexte qui est néo-management ou qui est effectivement néolibéralisme. Je me demandais quelle était la visée, puisque tu as toujours une sorte d'épistémologie de cadrage, de s'être intéressé à cette question, qui effectivement nous intéresse tous, mais d'un point de vue, puisque je te sais aussi très lucide et stratège, d'un point de vue opérationnel. Bon, merci, ça fait beaucoup de questions. Et en plus, bravo à toi parce que tu as été quand même prévenu tard et que tu as eu le texte il y a 1 heure. Donc voilà. Je vais évidemment rebondir d'abord sur la dernière question. La visée première, c'était de comprendre les mutations de l'université sur les 15-20 dernières années en Europe. C'était ça, voilà. Avec ce problème, pourquoi ça bloque dans différents pays avec des motivations totalement différentes. C'est-à-dire que, évidemment, je ne peux pas tout dire, hein, mais en Allemagne, vous avez des résistances très très fortes au processus de Bologne. D'accord ? La mise en place d'une licence de médecine, d'une licence de droit est récusée par les universités allemandes en disant ça n'existe pas, il n'existe que des diplômes master minimum, parce que, et évidemment, modèle Humboldtien, l'étudiant doit avoir le choix et la liberté, et donc il faut qu'il ait au moins 50 choix de liberté pour construire. Ça veut dire quoi de construire des schémas en semestre avec des points CTS, comme il dit, c'est du sudoku, c'est plus l'université. Et donc, c'est pas du tout le débat, par exemple, en Italie ou en Espagne. C'est pas le débat que nous avons en France. Il y a des points de résistance à des mutations, et pourtant les mutations sont convergentes.
au moins, la vertu des 3 premières années de travail avec les étudiants, c'est que quand on regarde les textes sur le sujet de l'action publique, c'est qu'on voit que les réformes en Europe vont dans le même sens. La précarisation des statuts, on l'a dans tous les pays. D'accord ? La stratification, essayer d'isoler des universités qui seraient plus fortes que les autres et d'autres qui seraient moins fortes, on le voit dans tous les pays, etc. Donc on voit toute une série de mutations qui sont communes. Mais la question, c'est que ça ne provoque pas les mêmes réactions, les mêmes blocages. Donc le truc, c'est essayer de comprendre ça. Et pour comprendre ça, il faut remonter. L'intuition de départ, c'est de se dire, il se passe quelque chose du point de vue des valeurs qui ne s'est pas passé avant dans l'histoire. D'où la recherche sur les valeurs et les textes. Et je réponds du coup à une autre question en même temps. La thèse, si on peut dire forte, c'est que je veux soutenir, c'est de dire, quelles que soient les conceptions de l'université, que ce soit celle d'Humboldt, mais j'aurais pu prendre celle de Newman pour l'Angleterre, etc., ou celle médiévale, leur caractéristique, c'est qu'elles ne font que reformuler les mêmes valeurs. En mettant des accents sur ça et sur ça, mais c'est un même noyau dur de valeurs qui se retrouve à chaque fois. C'est assez novateur de dire ça, parce que les historiens, et y compris les historiens de l'idée de l'université, ont tendance au contraire à penser qu'il y a des conceptions très divergentes les unes des autres. De la même manière que les historiens et les sociologues ont tendance à penser qu'il existe un modèle français de l'université, un modèle britannique, un modèle allemand. Pour le modèle allemand, pour le modèle britannique, je suis d'accord, pour le modèle français, non. Non, en fait, ils confondent une chose, ils parlent d'un modèle d'enseignement supérieur. Ah oui, il y a d'enseignement supérieur en France, ça je suis d'accord. Mais ce n'est pas un modèle universitaire. C'est justement là qu'est la différence. Donc le cœur, c'est vraiment l'affirmation du fait qu'il y a eu des valeurs qui ont traversé l'histoire, qui ont été reformulées à plusieurs moments, et donc c'est pas Humboldt la clé. Et je ne plaiderai pas pour un retour à Humboldt. Entre guillemets, Humboldt c'est mort, et les Allemands le savent mieux que nous, parce que c'est un débat qui chez eux n'a cessé depuis l'après-guerre. Le texte de Karl Jaspers en 1946, c'est ça, c'est dire il faut qu'on reconstruise une université allemande après le nazisme, et il faut qu'on retourne à Humboldt. Et toutes les années 70 sont centrées sur ce problème. Or, Humboldt, c'est un modèle hyper mandarinal, hyper élitiste, qui s'est fossilisé dans le temps, qui a provoqué d'énormes problèmes dans l'université. Donc, entre guillemets, il n'y a pas de retour au modèle. Il y a, dans les ressources qu'Humboldt mobilise pour penser l'université, il y a des choses qui peuvent nous servir aujourd'hui. C'est ça vraiment le cœur de la thèse. Alors maintenant, sur la question que tu as évoquée, sur quand est-ce que ça monte, quand est-ce que ça se densifie, que ça se massifie, il y a un peu 2 étapes. Je veux dire, tout au long des siècles, l'université vit avec des effectifs très faibles. Très très faibles. Au XVIIIe siècle en Allemagne, on a calculé que le chiffre moyen du nombre d'étudiants par université oscillait entre 100 et 400. Toutes disciplines confondues. D'accord ? Par université. Donc ça dit assez. La seule plus grosse, ça a été Halle, à la fin du XVIIIe, qui avait 1000 étudiants. D'accord ? Même chose pour la France. Si on prend le début du XXe siècle, l'université a très peu d'étudiants, c'est rien du tout. Il y a 2 temps. Il y a un premier temps avant-guerre, qui est très net, par exemple, dans le cas de l'Allemagne. Et ce qui est singulier dans le cas de l'Allemagne, c'est que l'arrivée des nazis va faire s'effondrer les nombres d'étudiants en Allemagne. Mais on voit un mouvement qui commence à s'enclencher, qui fait qu'il y a de plus en plus de gens. Mais on part de rien. Donc on est sur des seuils très faibles. Le gros du mouvement, il se passe dans les années 60. En France, on a 500 000 étudiants dans les années 60, alors qu'on était à 30 000 au début du siècle. Ah, mais on est à 2,2 millions aujourd'hui. Donc il faut aussi mesurer ce qui s'est fait, dans les années 80 en particulier, où là, il y a vraiment eu... Et du coup, ça a modifié la sociologie du public. Dans les années 60, une université, y compris celle-ci, puisqu'après tout, elle a été refondée en 63, le public, c'est la bonne bourgeoisie de centre-ville qui vient prendre des cours. Hein. Et que cela. Donc, on n'a pas les problèmes... Enfin, il y a plein de choses que ça implique. Ça veut dire que ce sont déjà des gens socialisés dans des univers culturels assez élaborés. Et donc, on peut parler à ces gens d'une certaine manière. On peut construire... Ils sont passés par un lycée qui est lui-même très sélectif à l'époque. Donc, voilà, c'est un autre univers que l'univers d'aujourd'hui, où on n'est plus du tout dans des enfants de la bourgeoisie de centre-ville. Sachant que tout... Il faut aussi dire ça, malheureusement, les analyses sur les choix d'orientation nous montrent très nettement que, en gros, le choix des enfants et de leurs parents, c'est d'envoyer le plus possible vers les grandes écoles, et si ce n'est pas les grandes écoles, alors c'est les IUT, les BTS, etc. Et vraiment, au bout du bout, il n'y a plus aucune porte ouverte, l'université, la fac, comme dit. Hein,
la fac. Donc, il faut savoir qu'on est la 5e roue du carrosse. Ça, il faut le savoir. Je veux dire, c'est une authentique... Or, c'est une spécificité française. La formation des élites en Angleterre, c'est quoi? C'est Oxford et Cambridge. C'est 2 universités. On peut contester le fait qu'il y ait un peu que ces deux-là. Un peu la London School of Economics. Mais par exemple, l'université de Manchester, qui est une grande université, ne fabrique pas les élites. Ni sur le plan politique, ni sur le plan culturel, etc. En Allemagne, ils sortent des élites. En Italie, ils sortent des universités aussi. Les élites sortent aussi des universités. Aux États-Unis, les universités, elles sortent des élites. Il n'y a pas de grandes écoles. Ce qu'on appelle les grandes écoles, c'est les facs dans les universités. Tu sais pas, la business faculty d'Harvard, ben, c'est le top du top parce que c'est une école de commerce, en fait, d'Harvard. Et elle est mondialement célèbre. Ou la faculté de gestion de Stanford, etc. Ce sont des facs de l'université. Et c'est toute la différence. Nous avons construit un système qui est très bizarre, où nous faisons concurrence à nous-mêmes, à l'intérieur de l'enseignement supérieur. Nous faisons concurrence à nous-mêmes, en ayant doublement partitionné notre système, d'un côté les écoles, de l'autre les universités, et en plus, d'un côté la recherche, et de l'autre la formation. Et Paris-Province aussi. Et Paris-Province. Après, sur ta question, il y a des universités qui peuvent un peu jouer une carte différente parce qu'elles choisissent Paris, ah ça c'est du droit, etc. Réponse non, justement, c'est typique. Pourquoi on a ça? Mais rappelons pourquoi ça s'est fait. Dans les années 60, 68, pour être très précis, on a fait imposer l'université de Paris et on l'a recomposée sur des bases politiques. Donc, les disciplines de gauche, on les a mis ensemble, puis les disciplines de droite, on les a mis ensemble. D'accord? C'est d'une logique à toute épreuve. Surtout si l'objectif, c'est le savoir. Hein. On peut dire que c'est une logique à toute épreuve. Et on l'a fait partout. Pourquoi il y a Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3? C'est la même raison. Hein. Je veux dire, Lyon 1, on a mis les sciences en centre-ville. Lyon 2, on a mis les gauchistes à l'extérieur. Lyon 3, on a mis l'extrême droite avec... ça fait droite. C'était Bruno Gollnisch, etc. Donc voilà, c'était plutôt l'extrême droite. Et dans plein de villes, ça a été comme ça. Hein. Donc, ces découpages ne sont pas des découpages liés au thème, aux disciplines, etc. Ils sont liés à des circonstances politiques et à une gestion très politicienne de ce dossier par la France. Donc, une université, c'est une université nécessairement qui mêle les différentes disciplines, et j'ajouterai aujourd'hui les différents domaines. C'est-à-dire les sciences, la santé, les SHS, les sciences humaines et sociales, avec un spectre peut-être même un peu plus large. Les Américains diraient les sciences sociales, les humanités, mais ces domaines-là doivent coexister dans une université. Une université qui n'a pas l'un ou qui n'a pas l'autre, une université à qui il manque une jambe pour marcher, quoi. C'est très clair. On peut faire des universités de technologie, on en a fait, mais ça nous donne des technologues, c'est-à-dire, ça nous donne des gens qui sont pro n'importe quelle innovation mais qui refusent de la réfléchir, tout simplement parce qu'ils ne sont pas outillés et qu'ils n'ont pas de collègues qui peuvent les aider. C'est quelque chose d'extrêmement simple, d'une certaine manière. Alors, maintenant, sur ta remarque préalable, de dire, bah finalement, si je suis un pouvoir, pourquoi est-ce que je paierais et que je reconnaîtrais une structure dont je ne sais même pas trop bien à quoi elle va servir? Bah précisément, ce qui est extraordinaire dans l'histoire de l'université, c'est que depuis le départ, c'est ça, et c'est pour ça que ça produit les choses. Je vais essayer de le formuler autrement, et d'une manière qui peut être... Il y a deux manières de concevoir un investissement, si on prend vraiment du langage économique. Techniquement, les économistes nous expliquent qu'un investissement, c'est ce qu'on appelle un détour de production. Au lieu d'aller de là à là, je vais de là à là pour aller là. Au lieu d'aller au puits chercher de l'eau, je vais faire des recherches pour penser des trucs hydrauliques et l'amener directement jusqu'à mon robinet. C'est beaucoup plus long. C'est beaucoup plus difficile, ça peut rater. Mais si ça marche, ça peut être génial. D'accord? Donc faire la recherche, c'est faire ce détour qui peut rater. Et justement, tout le truc, c'est qu'il peut rater. Mais il y a des chances de produire des conséquences qui sont difficilement anticipables. Celui qui me dit aujourd'hui, je mets tant de millions parce que je veux produire telle chose, réponse, c'est pas de la recherche. Je mets tant de millions pour creuser telle question, j'espère que ça ira là, mais si ça se trouve, ça ira là. C'est-à-dire que les types qui ont mis des millions et qui ont inventé le téléphone, ils ont cru que ça allait tuer l'opéra. Ils n'ont pas pensé une seconde qu'on serait tous avec un téléphone portable et des milliers de services à l'intérieur. C'est-à-dire que les usages issus des recherches sont largement imprévisibles, y compris dans le domaine des sciences sociales. Y compris. Donc, une recherche téléguidée ou finalisée est vouée à l'échec. Elle est stérilisante. Pour que ça marche, et ça, dès le Moyen-Âge, on l'avait compris, il faut laisser une liberté, ils vont faire quelque chose, il y aura des retombées positives, mais elles sont difficiles
à mesurer et à anticiper. C'est ça le truc. Et pourtant, j'allais dire, ça a marché. Et pour autant, ça a reconfiguré toute la société. Y compris sur son niveau culturel, sa manière de dialoguer, etc. C'était pas attendu. Ça a reconfiguré sur la civilité, la manière de se comporter, etc. Ça a mis du temps, hein. Et je vous rappelle que nous sommes dans la ville de Nantes, qui est la seule ville de France où les commerçants et la bonne bourgeoisie ont demandé en 1735 la fermeture de l'université et l'expulsion des étudiants, ce qu'ils ont obtenu de la part du maire, parce que les étudiants c'était trop bruyant, ça faisait trop de vacarme, et même souvent ça se battait. Dans la fac de droit, tu le sais comme moi, dans la salle des profs, nous avons les arrêtés royaux qui demandent aux étudiants d'arrêter de venir en cours avec leurs épées, parce qu'ils butent des gens en sortant. C'était partout, je vous le dis tout de suite, c'est pas du tout spécifique. On a des quantités de témoignages sur cette question de la violence, parce que n'oubliez pas, et c'est surtout vrai au Moyen-Âge, mais c'est encore vrai après, c'est quoi une ville qui a des étudiants? Ça va répondre à la question économique. Ça change tout pour les pouvoirs. Ils n'ont pas nécessairement voulu, hein, le pouvoir royal, il n'a pas nécessairement voulu l'université. Mais quand il s'est rendu compte qu'il y avait des milliers de gens, que ça produisait de la richesse, qu'il y avait plein de commerçants convivants, etc., il a trouvé d'un seul coup que c'était vachement bien. D'accord? Mais qui étaient ces gens? Ils venaient des quatre coins de l'Europe, ils parlaient donc pas les mêmes langues. Ce qui leur permettait de travailler, c'est qu'ils parlaient en latin. Pour les gens du cru, avoir des jeunes qui faisaient la bringue en permanence, qui faisaient le bazar, qui parlaient des langues étrangères, qui travaillaient en latin, qui s'habillaient bizarrement, qui avaient des mœurs et des comportements complètement bizarres, c'était des extraterrestres dans la ville. Ça se passait très mal. Les relations qu'on appelle towns and gown dans la littérature de l'histoire du Moyen-Âge sont très très nombreuses. Avec les étudiants, je cite toujours le cas d'Oxford où une rixe dans le bar, on trouve que le vin n'est pas bon, dégénère, 3 jours de combat, 97 morts. Il y a 6000 participants au combat. C'est-à-dire que les villageois vont chercher les villages à côté pour foutre sur la tête des étudiants, et les étudiants ils rameutent toute l'université pour pouvoir faire front. Ça finira par des condamnations de la ville, pas de l'université, et ils seront obligés de faire des messes sur l'honneur des étudiants, ce qui durera 600 ans. Ils n'ont arrêté qu'à la toute fin du 19e siècle. C'est pas du tout un cas unique. À Paris, il y en a plein. Il y a eu même des grèves qui ont duré 2 ans et demi. Les étudiants sont barrés, les profs aussi, à titre de protestation, etc. C'était des choses très courantes. C'était une jeunesse remonte dans une société où la tolérance de la violence était plus forte, et donc c'était compliqué. Pour autant, les effets culturels d'avoir ces institutions et ces types d'argumentation, etc., ont été très nombreux sur la société. Mais on ne peut pas les anticiper et les téléguider à l'avance.